Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire ensemble un topo de médecine interne pour résumer les données que vous devez connaître concernant les atteintes extrapulmonaires de la sarcoïdose. L'objectif de cette présentation est de vous donner une vue d'ensemble des données disponibles en complément de l'item 211, disponible dans le Collège des enseignants de pneumologie, et dont les objectifs vous sont rappelés sur la partie droite de la diapositive. La sarcoïdose est abordée dans plusieurs référentiels au programme des ECN. L'objectif aujourd'hui ensemble est bien d'avoir une vue d'ensemble résumée, synthétique, de l'ensemble de ces atteintes avec quelques données de physiopathologie. Il s'agit d'une problématique complexe, autant pour l'apprentissage que pour la clinique. Deux manières de considérer le diagnostic de la sarcoïdose, celui de l'atteinte médiastinopulmonaire, le plus fréquent. Nous n'aborderons pas cette présentation clinique dans le cours. Et deuxième possibilité, celui d'un symptôme extrapulmonaire qui vous mène à la suspicion de sarcoïdose et donc au bilan de ces atteintes. La présentation sera déroulée selon le plan suivant, quelques éléments essentiels de définition, de physiopathologie que j'espère utile, et nous déroulerons ensemble, de manière synthétique, les différentes manifestations que vous devez connaître. La sarcoïdose est une maladie systémique causée par l'infiltration progressive de granulomes qui sont un objectif diagnostique de mettre en évidence des granulomes épithélioïdes, gigantocellulaires et sans nécrose caséeuse, et tous les mots sont importants. La présentation clinique est dans la grande majorité des cas, 90% des patients, une atteinte médiastinopulmonaire qui est isolée dans 50% des cas, avec une présentation paucisymptomatique. La discordance entre la pauvreté des symptômes et des plaintes cliniques et les anomalies radiologiques est un argument en faveur du diagnostic de sarcoïdose. Quelques données d'épidémiologie, il s'agit d'une maladie rare par définition, avec des formes plus sévères et plus fréquentes dans les ethnies afro-américaines et afro-caribéennes. La maladie débute pour 2 tiers des patients entre 25 et 45 ans et de manière exceptionnelle lors de formes familiales dans moins de 10% des cas. 2 points de physiopathologie qui permettent de comprendre le granulome et ses conséquences cliniques. Le granulome traduit une réaction immunitaire excessive par interaction entre les macrophages, les lymphocytes T, notamment CD4, dirigés contre un antigène non identifié à ce jour. De manière connue, au niveau pulmonaire, se déroulent 3 phases successives, une alvéolite inflammatoire, suivie d'une phase de granulome, formation de granulomes épithélioïdes sans nécrose caséeuse, puis d'une phase de fibrose. Le granulome est à l'échelle microscopique le reflet de cette interaction, puisque les cellules géantes, multinucléées, sont le témoin de phagocytose répétée des macrophages envers les antigènes, sans efficacité. Deuxième point de physiopathologie, les granulomes, une fois constitués, ont des conséquences cliniques directes par infiltration, lors des troubles conductifs cardiaques qu'il conviendra de dépister, par l'apparition des lésions cutanées, par l'apparition de lésions notamment du nerf optique. Ces granulomes ont une sécrétion directe d'enzymes de conversion de l'angiotensine, aide au diagnostic, nous en reparlerons, et ils expriment la 1-alpha-hydroxylase, enzyme directement impliquée dans l'augmentation du taux endogène de vitamine D, qui peut favoriser l'augmentation du calcium plasmatique, hypercalcémie dans 10% des cas. Premièrement, l'atteinte ganglionnaire. Plusieurs raisons de connaître cette atteinte. Tout d'abord parce qu'elle est extrêmement fréquente au cours de la sarcoïdose. Elle peut prendre la forme d'atteintes profondes, superficielles, très rarement symptomatiques, non inflammatoires et décrites au niveau pulmonaire comme non compressives. Cette atteinte ganglionnaire est avant tout un objectif de diagnostic lithologique. L'obsession devant une suspicion de sarcoïdose est de traquer et d'essayer de retrouver la présence du granulome précédemment décrit. On privilégie, pour ce diagnostic histologique et la recherche du granulome, les sites aisés, la peau, les adénopathies superficielles, mais aussi possibilité de réaliser des biopsies de glandes salivaires accessoires qui ont une bonne rentabilité devant une suspicion clinique de sarcoïdose. Je vous remets
Les causes de granulomes épithélioïdes gigantocellulaires, parmi lesquelles les infections chroniques, les affections qui miment la sarcoïdose, nous en reparlerons, et toutes les maladies auto-inflammatoires, auto-immunes et post-exposition qu'il conviendra de rechercher devant l'identification histologique du granulome. Quelques messages clés sur l'atteinte oculaire. Toutes les structures peuvent être atteintes. Dans 80% des cas, une atteinte oculaire antérieure par une uvéite antérieure aiguë, iridocyclite, avec des dépôts précipités rétrocornéens granulomateux décrits en graisse de mouton sur l'image de droite, une uvéite postérieure ou intermédiaire et possiblement une atteinte du nerf optique, la seconde atteinte la plus fréquente des nerfs crâniens après la paralysie faciale périphérique, atteinte du nerf 7. L'atteinte neurologique, si elle est rare, elle peut être, lorsqu'elle est présente, inaugurale dans 50% des cas, sous la forme d'une atteinte du système nerveux central et des présentations trompeuses pseudo-psychiatriques ou par infiltration granulomateuse de l'hypophyse et donner des tableaux d'insuffisance hypophysaire, ou une atteinte des nerfs crâniens, au premier rang desquels la paralysie faciale périphérique, que vous retrouverez dans les référentiels de neurologie et d'ORL, éventuellement bilatérale, comme dans les suspicions de maladies de Lyme, VIH, Merkenson-Rosenthal ou la sarcoïdose, et secondairement l'atteinte du nerf optique. L'atteinte cutanée, deux tableaux bien distincts. Les lésions dites non spécifiques, on entend par là que l'histologie ne révélera pas d'atteinte spécifique à la sarcoïdose. Au premier rang, l'érythème noueux. Il s'agit d'une dermohypodermite avec une atteinte douloureuse liée à la présence de nouures, principalement sur la phase d'extension des jambes, qui vont évoluer sous 2 à 3 semaines vers une cicatrisation en suivant les stades de la bilygénie. Cet érythème noueux dans le cadre de la sarcoïdose est inaugural dans 20% des cas et il n'est pas utile de faire un prélèvement histologique à la recherche du granulome devant un érythème noueux. Un ensemble de causes est à évoquer de manière générale, au-delà de la sarcoïdose, résumé sous le moyen mémotechnique système-BIC. Deuxième grand point des atteintes cutanées, les atteintes spécifiques liées au granulome. On différencie les atteintes sarcoïdes de petits nodules, des papules de petite taille qui touchent les zones périorificielles, des sarcoïdoses à gros nodules en plaques qui touchent volontiers le visage et le tronc, avec une teinte violine, voire jaune. Le lupus pernio, qui, si son nom est trompeur, concerne bien une atteinte cutanée spécifique de la sarcoïdose associée aux atteintes ORL. Et le phénomène de Koebner, également décrit dans le psoriasis, comme une résurgence de lésions cutanées sur une zone traumatisée ou une ancienne cicatrice. Les manifestations biologiques à connaître, l'hypercalcémie, nous en avons parlé, par augmentation de la 1-alpha-hydroxylase produite par les macrophages du granulome, qui augmente le taux de vitamine D endogène, et donc l'absorption digestive, le turnover osseux, la calciurèse, et, dans 10% des cas, une hypercalcémie. Il est donc à retenir que toute source exogène de vitamine D par supplémentation ou par exposition solaire est à proscrire devant le risque d'aggraver l'hypercalcémie. Deuxième manifestation biologique, une lymphopénie relative CD4+, décrite comme une conséquence de l'activation lymphocytaire décrite en introduction. La présence sur l'électrophorèse des protéines sériques d'une hypergamma-globulinémie polyclonale, absolument essentielle à mettre en évidence. Lors d'une activation B dans la sarcoïdose, il découle une hypergamma-globulinémie. Cela permet de faire la différence avec le déficit immunitaire commun variable, qui est une affection génétique qui provoque un déficit immunitaire et dont les manifestations peuvent ressembler à se méprendre à la sarcoïdose. La seule élément facile de différence entre les deux tableaux est la présence d'une hypogammaglobulinémie à l'électrophorèse. Enfin, l'enzyme de conversion est augmentée dans la sarcoïdose, mais pas de manière systématique. Il s'agit d'une aide au diagnostic et seuls 60% des patients présentent une élévation
du taux sérique d'enzymes de conversion. C'est un reflet de la masse granulomateuse qui pourra permettre une aide au suivi de la maladie, mais attention, les patients sous-inhibiteurs de l'enzyme de conversion ont un dosage perturbé et faussement abaissé. Si un dosage vous apparaît pertinent, il faut arrêter les médicaments au moins 3 jours avant le dosage et proscrire tout régime avec un écart de sel avant le dosage. Enfin, un dernier mot sur les atteintes rapidement décrites dans vos référentiels. L'atteinte cardiaque moins fréquente, mais deuxième cause de mortalité. Si vous devez retenir quelque chose, c'est l'ECG absolument indispensable au diagnostic et au suivi pour dépister les troubles de conduction par infiltration des granulomes. L'atteinte ORL avec les deux syndromes Herford et Mikulicz que vous devez connaître. Pour le tableau du syndrome d'Herford, une uvéoparotidite bilatérale fébrile associée à une paralysie faciale périphérique. Le syndrome de Mikulicz se présente sous la forme d'une hypertrophie éventuellement douloureuse des glandes lacrymales et salivaires. L'atteinte articulaire concerne essentiellement les grosses articulations, chevilles, genoux. Elle peut être inaugurale et, de la même manière, les examens cliniques et radiologiques sont discordants. L'atteinte rénale se présente essentiellement sous la forme de néphropathie interstitielle, éventuellement avec une leucocyturie aseptique et une protéinurie de faible rang. Quant à l'atteinte digestive, elle mélange des perturbations du bilan biologique hépatique ou scanographique avec d'exceptionnelles cirrhoses. Pour conclure et résumer, la sarcoïdose est une granulomatose d'expression systémique avec, dans 90% des cas, nous l'avons vu, une atteinte médiastinopulmonaire, mais un grand nombre d'atteintes extrathoraciques possibles qui justifient, lors du diagnostic, d'un bilan exhaustif, parmi lesquels des éléments biologiques qui permettront de confirmer le diagnostic, de vérifier les atteintes d'organes éventuellement asymptomatiques ou de faire le diagnostic différentiel d'affections qui miment très fortement la sarcoïdose comme le DICV. Un dernier point d'explication, dans le bilan initial, l'exposition professionnelle est un élément essentiel à retracer car l'exposition à certains toxiques et notamment au beryllium chez des patients ayant eu pour emploi l'aérospatiale ou les prothésistes dentaires, il peut découler une affection, une béryliose pulmonaire chronique qui là aussi mime comme deux gouttes d'eau le tableau de sarcoïdose et donc c'est l'interrogatoire qui vous permettra de faire la différence avant bien sûr l'histologie. La sarcoïdose est une maladie d'expression complexe et variable mais qui doit vous motiver dans la recherche de ces atteintes et des diagnostics différentiels puisque l'interrogatoire et quelques éléments de clinique simple vous permettront de mieux comprendre et de faire la différence entre la sarcoïdose et ses diagnostics différentiels. Je vous remercie pour votre attention.